Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 25 juin 2025. Alors, le 24 juin 2025, ça a vraiment marqué un cap. L'IA, c'est plus juste de la théorie, c'est devenu une réalité tangible qui transforme tout, le droit, l'énergie, le travail. On va décoder ensemble ce qui bouge vraiment. Oui, tout à fait. On est vraiment passé du stade qu'est-ce que l'IA pourrait faire à qu'est-ce qu'elle fait concrètement là, maintenant. Et on voit émerger des tensions assez claires. Des tensions, c'est-à-dire? Le choc entre la loi et l'éthique, par exemple. La facture énergétique qui explose littéralement. Le marché du travail qui est complètement chamboulé. La guerre des plateformes qui fait rage. Et puis, bien sûr, la course à la régulation qui s'accélère. C'est intense. Intense, oui. Sûr. Commençons par le premier point chaud. IA et droit d'auteur. Ce verdict Barthes contre Anthropic. Un choc apparemment. Entraîner une humiliation des œuvres protégées, c'est légal, mais attention aux données piratées. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'est euh, le cœur du jugement. Le juge Arnd Soup a considéré que l'entraînement, en soi, c'est un usage transformateur. Donc ça rentre dans le cadre du fair use américain, c'est acceptable. Par contre, Le mais arrive, voilà. Le mais, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les bibliothèques fantômes. Ces énormes bases de données illégales, de livres, de contenus piratés. Ça, c'est une violation directe du copyright. Pas de fair use qui tienne. d'accord. Et donc Anthropic se retrouve à devoir payer? Exactement. Ils doivent payer pour l'utilisation de ces données pirates. L'impact, il est majeur. C'est un peu la fin du Far West, si on veut, pour les données d'entraînement. On ne peut plus piocher n'importe où sans regarder. Ça structure le marché en quelque sorte. Tout à fait. Ça crée, ou plutôt ça force la création d'un marché légal pour ces données. Ce qui avantage clairement les géants comme Google, Microsoft, Amazon, ceux qui ont les poches profondes pour acheter des licences. Et ça met la pression sur la transparence, j'imagine. Savoir d'où viennent les données. Précisément. La transparence sur la provenance des données devient impérative. Ça pourrait effectivement freiner les plus petits, ceux qui n'ont pas ces moyens ou ces accès. C'est une vraie conséquence. Cette question des données, de leur usage, ça résonne aussi dans le domaine militaire, non? Le Pentagone qui accélère sur l'IA. Ah oui, clairement. Le département de la défense américain, le DoD, il multiplie les contrats. On parle de millions, voire centaines de millions, avec des boîtes comme Ask Sage ou même OpenAI. OpenAI. Malgré leur position éthique initiale. Ben oui, c'est là que ça devient intéressant. L'objectif affiché, c'est de moderniser les opérations. Administration, logistique, cyberdéfense, gagner en efficacité sur des applications non létales, en théorie. Mais Mais ça prépare le terrain pour autre chose. ça pose les bases techniques, l'infrastructure, pour des usages futurs potentiellement plus combatifs. Et ça soulève tout le débat éthique, la dilution de la responsabilité, la perte de contrôle humain. Et le fameux humain dans la boucle. Exactement. Sauf que certains disent déjà, si l'humain reste dans la boucle, vous perdrez. C'est cette tension entre les principes éthiques affichés, et OpenAI a d'ailleurs dû ajuster sa politique sur les usages militaires, et puis la nécessité stratégique d'aller vite. La frontière civile-militaire devient très très floue. Une autre tension, vous le disiez, c'est l'énergie. L'IA serait un monstre énergétique. Ce rapport du FMI, il est si alarmant que ça? Alarmant, oui, c'est le mot. Les chiffres donnent le vertige. Le rapport projette que la consommation électrique des data centers dédiés à l'IA pourrait tripler d'ici 2030. Triplé. Oui, pour atteindre environ 1500 terawatts. Pour donner un ordre de grandeur, c'est la consommation annuelle de l'Inde. Et c'est juste colossal. Mais comment on va gérer ça? Ça met une pression folle sur les réseaux. C'est une pression énorme et un risque économique majeur aussi. Du coup, la durabilité, la Green AI, l'IA verte, ça devient plus juste un slogan marketing, ça devient un avantage compétitif clé. Il faut innover. Quelle piste alors? On cherche partout. Des puces beaucoup plus économes, les fameuses NPU, Neural Processing Units, le refroidissement liquide des serveurs plus efficace, déplacer les data centers vers des zones froides ou, mieux, des zones riches en énergie renouvelable. On parle même de petits réacteurs nucléaires modulaires, les SMR, pour alimenter ces centres. Et l'IA sur nos appareils directement. Ça aide? Ah oui, c'est une piste très prometteuse. L'IA embarquée on-device, comme ce que fait Microsoft avec Mio. Ça peut diviser la consommation par 100, voire 1000, parce que le calcul se fait localement. C'est une vraie course à l'IA frugale qui est lancée. Et cette course à l'efficacité, ça doit forcément influencer la guerre des grands modèles d'IA. Google, Microsoft, Mistral AI, chacun sa recette. Complètement.
on voit trois stratégies bien distinctes s'affronter. Google, avec VO3, mise à fond sur l'intégration dans son écosystème créatif. Canva, YouTube, rendre l'IA omniprésente dans les outils. Microsoft, c'est l'IA locale avec Muse. C'est ça. Microsoft pousse Mu sur ses nouveaux PC Copilot+, une IA plus petite qui tourne en local, donc privé, offline. L'argument, c'est l'agent personnel de confiance. Et les Européens de Mistral IA? Eux, ils jouent la carte de la transparence et de l'open source avec leur modèle magistral. L'idée, c'est un raisonnement plus explicable, plus auditable. C'est une approche très européenne, axée sur la souveraineté et la confiance via la transparence. Donc oui, bataille sur l'intégration, sur la confidentialité, sur la transparence. Pendant ce temps, l'IA s'infiltre concrètement dans le travail des développeurs. On parle de 25% du code écrit par l'IA chez certains géants. Ça change quoi pour eux? C'est la crise pour les juniors? Ça crée une vraie polarisation du marché du travail logiciel, oui. Les outils comme GitHub Copilot ou Code Whisperer d'Amazon, ils augmentent drastiquement la productivité, surtout pour les tâches un peu basiques, répétitives. Donc bon pour les seniors, moins pour les débutants. En gros, oui. La demande explose pour les profils seniors, les architectes, ceux qui peuvent superviser ces IA, concevoir des systèmes complexes. Par contre, on voit une baisse notable, de l'ordre de 10%, des offres d'emploi pour les développeurs juniors. Ça commence même à faire hésiter les étudiants, les inscriptions stagnent dans certaines filières. Et de nouveaux métiers apparaissent? Absolument. Architecte IA, auditeur de code généré par IA, ingénieur prompt, les compétences clés se déplacent vers la pensée critique, l'architecture globale et, surtout, la capacité à interagir efficacement avec l'IA, à la guider. Restons sur les modèles IA. Anthropic, le grand rival d'OpenAI, ne reste pas inactif. Il paraît que leur IA Claude va avoir de la mémoire et pouvoir créer des outils IA. C'est sérieux, hein? Ce sont des fuites, mais elles semblent assez crédibles. Deux nouveautés majeures seraient en préparation. D'abord, Memory, une fonction qui permettrait à Claude de se souvenir du contexte sur de très longues conversations. Pratique pour ne pas avoir à tout répéter. Exactement. Mais le plus spectaculaire, ce serait Artifact. L'idée, c'est que Claude pourrait générer non seulement du texte, mais des éléments interactifs, des graphiques, des petits outils de calcul, des formulaires, directement dans la fenêtre de chat. Ah oui, ça change la donne. Carrément. Ça transformerait Claude d'un simple chatbot, même avancé, en une sorte de plateforme de développement no-code ou low-code hyper accessible. Ça démocratise la création d'outils basés sur l'IA et ça renforce l'écosystème d'Anthropic, bien sûr. Fascinant. Mais l'IA n'est pas sans défaut. Une étude du MIT pointe un risque de biais dans les diagnostics médicaux faits par IA. Le style d'écriture du patient jouerait un rôle. Oui, et c'est assez troublant, il faut bien le dire. L'étude a porté sur GPT-4. Elle montre que l'IA peut être sensible à des facteurs qui n'ont rien de clinique. Le style d'écriture, les fautes d'orthographe, le ton employé par le patient pour décrire ses symptômes. Et ça influence le diagnostic? Ça influence surtout les recommandations de soins. Elles étaient légèrement moins fournies, de l'ordre de 7 à 9% en moins, quand le style du patient était modifié pour paraître, disons, moins standard. Ce qui pourrait désavantager certains groupes. C'est le risque. Les femmes, certains groupes socio-économiques. L'IA, en fait, elle intègre et reproduit potentiellement les biais présents dans les énormes quantités de textes sur lesquels elle a été entraînée. Point important, les médecins humains, eux, n'étaient pas affectés par ces variations de style dans l'étude. Ça montre qu'il faut être prudent avant de déployer ça à grande échelle. C'est une évidence. Ça souligne l'urgence d'avoir des processus d'audit extrêmement rigoureux et transparents avant d'imaginer un déploiement clinique de ces outils pour le diagnostic ou la recommandation thérapeutique. La vigilance est de mise. Changement de sujet, on passe à Apple. Grosse polémique autour d'une publicité envoyée via Apple Wallet. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, une notification push non sollicitée a été envoyée à pas mal d'utilisateurs d'iPhone via l'application Wallet. Wallet, c'est l'appli pour les cartes bancaires, les billets d'avion. Normalement, c'est un espace sans pub. Et là, paf, une promo pour le film sur la F1 produit par Apple TV+. Et les gens n'ont pas apprécié? Pas du tout. Réaction très vive sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont parlé de trahison, de violation de cet espace personnel. Le parallèle a été fait avec l'affaire U2, quand Apple avait imposé un album dans les bibliothèques iTunes. Ça écorne l'image d'Apple, non? Celle du respect de la vie privée? Clairement. C'est perçu comme une intrusion ou une rupture de confiance. La grande question, c'est est-ce que c'était une erreur, un test maladroit, ou le signe d'une nouvelle stratégie pour monétiser davantage leur plateforme, même celle d'historiquement sans pub? Ça pourrait éroder un de leurs arguments de vente clés.
Pendant ce temps, la régulation, elle, avance. À New York, une nouvelle loi vient renforcer la protection des données des mineurs. C'est quoi exactement? C'est la loi CDPA pour Child Data Protection Act. Elle vient d'entrer en vigueur et elle étend la protection des données personnelles jusqu'à 18 ans. Avant, on avait surtout la loi fédérale COPPA pour les moins de 13 ans qui exige le consentement parental. Et là, ça va plus loin pour les ados? Oui, pour la tranche 13-17 ans. La loi interdit maintenant de traiter leurs données personnelles, sauf dans deux cas. Soit avec leur consentement explicite et informé, c'est le principe de l'opt-in, soit si c'est strictement nécessaire au fonctionnement du service. Et strictement nécessaire, ça exclut la pub. Absolument. La publicité ciblée, le profilage pour vendre des produits, tout ça, ce n'est pas considéré comme strictement nécessaire. Et surtout, la vente des données personnelles des moins de 18 ans est totalement interdite. L'impact doit être important pour les plateformes. C'est un défi majeur pour tous les modèles économiques basés sur la publicité et le profilage des jeunes utilisateurs. Ça oblige à revoir les mécanismes de consentement, les technologies publicitaires, les contrats. C'est un signal fort d'une intervention législative qui se durcit pour protéger les mineurs en ligne. Et pour finir ce tour d'horizon, un sujet plus technique mais crucial, l'IA dans le trading haute fréquence. Ça accélère encore les choses en bourse. Oui, l'IA et surtout le machine learning est de plus en plus utilisé pour optimiser le HFT, le High Frequency Trading. Ces algorithmes qui achètent et vendent des actions en quelques microsecondes. L'IA aide à analyser des quantités massives de données, à prédire les micro-mouvements du marché, à exécuter les ordres encore plus vite. Le marché du HFT est d'ailleurs en pleine croissance. Mais ça n'augmente pas les risques. On se souvient du flash crash? Exactement. Ça augmente les risques systémiques. L'IA peut amplifier la volatilité. Si plusieurs IA réagissent de la même manière à un signal, ça peut créer des mouvements de panique très rapides, comme lors du flash crash de 2010. Il y a aussi le risque de comportement grégaire, de troupeaux algorithmiques. Ça peut fragiliser le marché. Ça peut fragiliser la liquidité dans certaines conditions extrêmes. Et on commence à voir émerger des risques de manipulation plus sophistiqués, où des IA pourraient apprendre à collaborer pour influencer les cours, par exemple. C'est un vrai casse-tête pour les régulateurs. Comment réguler quelque chose d'aussi rapide et opaque? C'est toute la difficulté. La vitesse dépasse les capacités humaines de supervision en temps réel, et les stratégies des IA sont souvent des boîtes noires. Du coup, on parle beaucoup d'IA explicable, XAI, dans la finance, pour comprendre pourquoi l'algorithme prend une décision. Et il y a un besoin criant de renforcer les stress tests, les simulations de crise, pour anticiper ces nouveaux risques liés à l'IA. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce tour d'horizon révèle des lignes de faille assez claires. Non, l'IA face à la loi, à l'éthique. Oui, c'est une première grande ligne. Le droit essaye de rattraper la technologie sur le copyright, sur la protection des données, sur la responsabilité. Ensuite, la contrainte énergétique, qui devient incontournable. Absolument. La question de la durabilité de l'IA n'est plus secondaire, elle est centrale. Ça va orienter l'innovation. Il y a aussi la redéfinition du travail, de la création. Oui, l'impact sur le marché du travail avec cette polarisation, et aussi sur la création de contenu, d'outils comme on l'a vu avec Anthropic ou Google VO. Et finalement, au cœur de tout ça, il y a cette question de la confiance qui revient partout. C'est le fil rouge en fait. Confiance dans les données utilisées, confiance dans les algorithmes, confiance dans les plateformes qui les déploient, confiance dans le respect de la vie privée. Les défis sont immenses. La concentration du pouvoir tech, la fracture énergétique, la polarisation du travail, l'érosion potentielle de la confiance. Mais il y a aussi des opportunités. Bien sûr. Chaque défi ouvre des portes. Le besoin de données légales crée un marché. La nécessité de Green AI pousse l'innovation vers l'efficacité. La demande de confiance favorise les approches transparentes ou locales. La transformation du travail met en valeur de nouvelles compétences humaines augmentées par l'IA. Et les enjeux de vue privée stimulent l'émergence de privacy tech. La question finale, alors, c'est peut-être comment on arrive à concilier tout ça. C'est la grande question, oui. Comment concilier la puissance et la vitesse exponentielle de l'IA avec nos besoins humains fondamentaux de contrôle, d'équité, de sens et de confiance? C'est le défi de notre époque, je crois. Une réflexion essentielle. Merci pour cette analyse approfondie. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les News IA du 26 juin 2025.